Bonsoir à tous, merci d'être venus. On va vous parler d'un sujet qui nous tient énormément à cœur, à l'un comme à l'autre. Et pour démarrer, rentrons dans le vif du sujet. Première question, qui es-tu, Baptiste? Alors bonsoir, moi je suis Baptiste Berneron, donc je suis le fondateur de Bicarpool, une solution de logiciel d'exploitation de piscines collectives. Et je suis là aujourd'hui pour parler et accompagner Romain de mon parcours d'entrepreneur dans lequel j'ai eu plusieurs fois l'occasion de faire des restructurations. Voilà. Romain Duplantier, avocat, associé, fondateur du cabinet Elaya à Bordeaux, un cabinet de niche qui intervient dans cette matière, restructuring, 90% de l'activité, les 10% restants sont du contentieux des affaires. Voilà, parce qu'un avocat, en tout cas à mon sens, doit mettre la robe, même si certains très talentueux ne la mettent pas, on en parlait tout à l'heure. Et je viens effectivement vous parler avec Baptiste d'un sujet qui est extrêmement important pour moi et à mon avis très important également pour les entrepreneurs. Pourquoi en un mot? Vous le savez, en France, l'espérance de vie des femmes est de 85 ans. L'espérance de vie des hommes est de 79 ans. Lorsque vous créez une société, vous l'avez tous fait, peut-être, la durée de vie de la personne morale est à 99 ans. Quelle personne physique imagine traverser son existence sans avoir une maladie? Pourquoi il en serait différemment pour une personne morale? Chaque entrepreneur doit se préparer un jour à connaître des difficultés pour son entreprise. Alors, en introduction, et c'est important, on en a parlé avec Joanne, je vous promets de ne pas parler de droit. On va vous parler de philosophie, on va vous parler de vocabulaire, et on va vous parler d'histoire. Joanne, lors de notre séance de préparation, était extrêmement inquiet, parce qu'il a dit ce que vous dites quand vous parlez de technique, c'est du chinois. Alors Joanne, je voulais te montrer ce qui était vraiment du chinois ce soir. C'est vrai que ça y ressemble. Est-ce que quelqu'un connaît ce signe? Bonjour. Non. Un homme à droite. Sauce soja. Presque. Sucré ou ça? Restructuration. En chinois, le mot crise est constitué de deux idéogrammes. Le mot crise se dit weiji. Le wei, cette partie veut dire danger. Le ji, le deuxième idéogramme, veut dire opportunité. En chinois, vous l'avez compris, la crise n'est pas vue comme un moment négatif. Il est vu comme un moment positif, un atout, une opportunité de laquelle on doit tirer profit. Wei danger, ji opportunité. Ceux qui aiment la peinture verront que le rouge et le vert donnent du jaune. Et c'est un point important, et vous le savez, la philosophie chinoise est basée sur le yin et le yang. C'est-à-dire le monde qui est en perpétuelle transformation sous l'action de deux forces complémentaires et opposées. Première idée à retenir, la crise et l'opportunité sont liées. Alors si on revient en Europe, en 1932, Henri Bergson écrivait « L'homme est le seul animal dont l'action soit mal assurée, qui hésite et tâtonne, qui forme des projets, avec l'espoir de réussir et la crainte d'échouer. » Et on touche ici à un des fondamentaux de cette matière, qui est la peur qu'elle suscite. Et c'est finalement une conception très française. Parce que si on compare l'état d'esprit aux États-Unis et en France, il est très différent. Aux États-Unis, on parle de fail fast, learn fast. Les entrepreneurs considèrent que plus on échoue tôt dans sa carrière, plus on est expérimenté. Et ils montrent leur échec comme un guerrier montre ses cicatrices avec fierté. En France, c'est plutôt l'obsession des diplômes. On ne met en avant que ce qui a réussi et on cache ce qui n'a pas fonctionné. Aux États-Unis, échouer, c'est être audacieux. En France, échouer, c'est être coupable. Et c'est une erreur parce que l'échec a des vertus. L'échec permet d'apprendre plus vite. Dans ces phases, on se questionne, on avance, permet d'affirmer son caractère. C'est dans l'adversité qu'on devient plus fort. Et c'est aussi une chance de se réinventer. On l'a dit tout à l'heure, il y a des opportunités, des occasions d'aller de l'avant et de prendre une direction nouvelle. Alors, cet objet, après le chinois, vous le reconnaîtrez, c'est un caddie. C'est une société alsacienne qui l'a breveté en 1957. Et
Caddy est intéressant parce qu'il a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte en janvier 2022. 20 minutes a fait un article sur cette procédure en présentant la situation. Ainsi, la société Caddy en faillite se voit accorder un nouveau sursis jusqu'au 1er mars. Quand vous lisez dans la presse Caddy en faillite, quelle est la première idée qui vous vient à l'esprit? Que c'est terminé. Si Caddy est en faillite, Caddy va mettre la clé sous la porte. C'est terminé, la société va mourir. Pour autant, ce redressement judiciaire a abouti à un plan de cession. 6 investisseurs sont venus, ont repris la société Caddy et ont permis de sauver 113 des 139 emplois. Donc, attention au vocabulaire. Bonsoir. Attention au vocabulaire, qui est extrêmement important. Et pourquoi il ne faut pas utiliser le mot faillite? Pour 3 raisons. La première, c'est que c'est stigmatisant. L'origine latine de faillite, c'est faillere, qui signifie tromper ses créanciers. La deuxième, c'est que c'est erroné. Aujourd'hui, pas forcément très connu, il n'y a aucune procédure en France qui s'appelle faillite. Et la troisième raison, c'est que c'est dangereux. On connaît tous les dimensions psychologiques du monde économique. Si vous faites peur à l'entrepreneur, il ne va pas faire la démarche suffisamment tôt. Au moment où il va se réveiller et qu'il va venir voir un professionnel, il sera trop tard. La seule solution qu'on aura sera la liquidation judiciaire. Donc si vous effrayez, vous le conduisez finalement à sa perte. Donc il est important de changer d'état d'esprit et de commencer par utiliser les bons mots et donc de bannir le terme de faillite de notre vocabulaire. Alors, pourquoi en 2024 on a encore ces mots et pourquoi on a encore justement ces idées et cette peur en nous par rapport à cette matière? Tout simplement parce qu'on ne se débarrasse pas de 2000 ans d'histoire aussi facilement. Un mot rapide, la matière elle est passionnante et elle trouve son origine dans le droit romain, avec la loi des 12 tables. La loi des 12 tables, en 451 avant Jésus-Christ, prévoyait, c'était un droit très sanctionnateur, la mise à mort du failli. Il était mis à mort, et lorsqu'il avait plusieurs créanciers, on découpait son cadavre et on le répartissait entre les créanciers. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette loi a été abolie. Heureusement pour moi. Je suis entier, personne ne l'a coupé, pas recollé, pas Notre recollé. témoin, merci Baptiste. La suite a continué effectivement à rester sur un aspect extrêmement sanctionnateur. Au Moyen-Âge en Italie, on était avec la bancarota, les commerçants avaient un banc sur lequel ils vendaient leurs produits, et lorsqu'il avait failli, on cassait le banc, bancarota en italien, qui a donné le terme banqueroute en français, et on mettait un bonnet vert au failli pour le stigmatiser. L'état d'esprit de la matière a perduré au fil des années, et en France jusqu'à une loi du 13 juillet 1967, où pour la première fois, le législateur a compris qu'il fallait distinguer 2 choses. Le chef d'entreprise et son entreprise. On allait sanctionner que le débiteur qui avait commis des fautes, et l'entreprise en elle-même, elle faisait partie d'un écosystème global pour le pays, puisque ça permettait de faire vivre des fournisseurs, des clients, l'entreprise payait des impôts, il y avait des emplois, donc il fallait assurer sa survie pour l'intérêt général. Changement de paradigme à cette époque, tout cela jusqu'à la dernière grande loi de la matière, la loi du 26 juillet 2005, et là c'est important, son nom résume à elle seule sa philosophie, la loi de sauvegarde des entreprises. Avec une dernière réforme ensuite par des ordonnances en 2021. Donc voilà d'où on part, et aujourd'hui voilà où on est. Alors, je l'ai mis effectivement, vous avez remarqué la photo, on parle aujourd'hui de boîte à outils. Parce que dans cette loi de sauvegarde, on a plusieurs procédures qui nous sont offertes, qui sont effectivement intéressantes pour, avant tout, sauver l'entreprise. Avant de vous présenter cette boîte à outils, un mot quand même, parce que l'autre nom, vous l'avez compris, le restructuring, c'est quoi? Ce sont les leviers, ce sont les outils juridiques pour sauver l'entreprise qui va mal. Mais l'entreprise qui va mal, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'une difficulté? Quels signaux d'alarme doivent alerter? La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est l'importance de bien s'entourer. Il n'y a rien de pire que la solitude du dirigeant. Et ça, c'est primordial. Si vous avez effectivement un expert comptable, lorsque vous lui posez une question précise par rapport à des chiffres,
Vous avez un changement prévu de la structure de charge de votre entreprise l'année suivante. Vous lui demandez, à partir de vos prévisions d'activité, de vous faire un calcul de points morts. Hein, combien de chiffre d'affaires il faut pour couvrir les charges. S'il ne vous répond pas rapidement, vous êtes mal accompagné. Vous ne pouvez pas vous projeter. Pareil, vous avez un avocat, un conseil extrêmement brillant dans une matière. Pour autant, le jour où vous êtes en difficulté, s'il n'a pas cette compétence, ce n'est pas lui que vous devez aller voir. Ni votre avocat historique en droit du travail, ni votre... Finalement, en tout cas, c'est ma conception de la profession. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes comme des médecins. Quand vous avez un problème cardiaque, vous n'allez pas voir un dermatologue. Quand vous avez effectivement une société à créer, vous avez quelqu'un à aller voir de spécifique. Quand vous avez une société qui va mal, ce n'est pas la même personne. Donc attention à ne pas se tromper de professionnel et à constituer véritablement une équipe autour du dirigeant pour qu'il soit bien accompagné. Je réponds à la question que j'ai posée ensuite, qu'est-ce qu'une difficulté? Alors, globalement, on peut en distinguer deux grandes, si on doit les catégoriser, difficultés d'origine interne, on en a parlé tout à l'heure, un conflit entre associés, une grève, des pannes de machines, vraiment en interne, quelque chose qui va faire dérailler la boîte. Des difficultés d'origine externe, un secteur d'activité qui connaît une ubérisation, la crise du Covid, la crise ukrainienne. Alors, je vous donne deux exemples très rapides avant de laisser la parole à Baptiste. Je suis des entreprises, moi, de toute taille, tout type d'activité, tout secteur. Maillage est un réseau plutôt historiquement de start-up. Une des start-up que j'ai suivies avait démarré avec un chiffre d'affaires en premier exercice à 280 000 euros. En 3 ans, ils ont atteint 1 500 000 euros. On était pendant le Covid. Ils ont profité, c'était du e-commerce, et ils ont profité justement du secteur de la pandémie pour se développer. Fin du Covid, fort heureusement, réouverture des magasins. Conséquence, l'embellie du secteur du e-commerce se termine. Donc baisse de chiffre d'affaires pour cette société. En même temps, le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données, qui est vu comme une avancée. Pour cette société, ça a été un vrai problème, puisque ça a perturbé sa stratégie d'acquisition digitale sur Facebook et les autres réseaux. Et le coût d'acquisition client qui était à 9 euros est passé à 14 euros. Donc voilà deux exemples de difficultés d'origine externe. Fin de la crise, ouverture des magasins, le e-commerce plonge. Nouvelle réglementation qui perturbe l'acquisition client. Autre exemple, une entreprise qui était justement pareil, start-up, qui va sur le domaine des risques psychosociaux, la prévention. On est dans un domaine où il y avait d'autres acteurs qui s'étaient créés au même moment, qui avaient déjà fait des levées de fonds. Donc la levée qu'ils voulaient faire, elle n'a pas pu être faite parce que les investisseurs considéraient qu'il y avait déjà sur le secteur suffisamment de personnes morales qui déjà certaines n'étaient pas forcément en bonne santé. Donc ça a été un premier problème. Et les risques psychosociaux aujourd'hui, lorsqu'ils avaient une clientèle de grands comptes, les personnes qu'ils allaient voir étaient des gens de 50 ans qui n'étaient pas forcément sensibilisés à ces problématiques. Donc il y avait une vraie difficulté à les faire adhérer au projet. Donc voilà des exemples très précis de difficultés. Les signaux d'alarme, bon, là on les connaît, un carnet de commandes en baisse, il y a tout un tas de choses à regarder. Et j'attire enfin votre attention sur la nécessité, par rapport aux difficultés, d'avoir un vrai suivi de vos principaux indicateurs financiers. C'est très simple, on a différents à regarder. Votre chiffre d'affaires, le premier évidemment. Une diminution de chiffre d'affaires doit alerter. Vos charges, pour les entreprises qui ont des salariés, est-ce que votre masse salariale elle est proportionnée ou pas à votre niveau d'activité? Votre endettement, que ce soit sous forme de levée, sous forme de prêt bancaire. On considère que quand les dettes bancaires sont à plus de 2/3 du passif, c'est un problème. Votre trésorerie, pour ceux qui ont des découverts autorisés, est-ce que vous êtes toujours très proche du découvert autorisé ou pas? Ce qui peut être aussi un souci. Et puis votre rentabilité. La rentabilité, je sais que sur des startups, c'est différent. On a parfois des modèles d'hypercroissance. La rentabilité, on ne l'a pas au début. Pour autant, une absence de rentabilité récurrente, si on n'arrive pas à la trouver, ça devient un problème. L'entreprise est là pour gagner de l'argent. À la fin, in fine, pour faire des bénéfices. Même si on accepte sur une startup qu'au début, ça soit un autre modèle, l'objectif doit quand même être là, sinon on a forcément des problèmes majeurs. Voilà en quelques mots. Et maintenant, je laisse la parole à Baptiste, parce que Baptiste a également eu une entreprise qui a connu des difficultés, et qui va pouvoir témoigner, donner un autre exemple encore plus concret avec son témoignage. Merci beaucoup. Alors, en ce qui me concerne, moi je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai eu une expérience de liquidation. Je suis tombé à peu près dans tous les pièges qu'on vient d'énumérer ici. Le premier point quand même, c'est que je me suis à moitié bien entouré, et ayant un modèle économique de récurrence, je me suis toujours dit qu'il ne m'arriverait jamais rien.
alors que j'avais déjà été sensibilisé quand même à ce souci. Donc tout ce qu'on connaît comme les cautions solidaires sur les prêts, etc. Je faisais en sachant en fait intérieurement, mais je me méfiais pas en fait que je me suis jamais dit ça peut m'arriver, ça peut me retomber dessus. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai été bien entouré juridiquement dès le départ. J'ai eu une construction de société qui était bien faite. La malchance que j'ai eue, c'est que dans le quotidien, les chiffres, c'est pas mon truc. Et du coup, mon accompagnement comptable, il n'était pas à la hauteur. Et j'étais tellement dans mon projet que j'ai pris le dessus sur mon comptable et notre relation s'est dégradée. Il ne me disait plus rien en fait. Donc du coup, j'ai pris le mur un petit peu parce que j'avais pas le choix. Cependant, c'est une expérience si je reviens un peu sur la partie historique, c'est les meilleures années de ma vie. Alors, pas les 3-4 premières semaines, je vous le dis. Cependant, le retour aux fondamentaux m'a fait vraiment avancer hyper vite. Et je me rappelle d'un administrateur judiciaire en sortant d'une réunion qui m'a dit ce qui vous arrive là, donc j'avais 36 ans, va vous faire gagner 15 ans d'expérience professionnelle. Et 4 ans après, j'avoue que j'ai une sérénité dans ce que je fais au quotidien qui est génial à vivre en fait. Donc c'est un kiff super. Voilà. Donc en fait c'est une étape que moi je prends pas comme on dit liquidation, faillite. Pour moi c'est le chemin en fait. Et tout ce qui m'a mené à ça, c'est un bagage qui me mènera ailleurs demain et qui à aucun moment j'ai du regret en fait. C'est vraiment un apprentissage quoi. Donc, alors je n'invite pas tout le monde à vivre ça, je vous rassure, mais tout s'anticipe. Je pense que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est un phénomène de mode. Un petit peu, il faut revenir aux fondamentaux de ça. Ce sont des responsabilités. C'est un jeu dangereux quand même. Quand on prend des risques, il faut quand même être conscient du niveau de risque qu'on prend. Une fois encore, j'ai été hyper bien entouré juridiquement, donc j'ai limité la casse vraiment. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Mais grâce à ça, j'ai pu avancer différemment. J'ai liquidé ma structure parce que j'étais trop tard dans les prises de décision. Donc être entrepreneur, c'est prendre ses responsabilités dans le bon timing. Il ne faut pas l'oublier. C'est compliqué dans la société dans laquelle on est de dire bon j'arrête. Franchement c'est dur, hein. Je vous le dis, moi je l'ai vécu de A à Z. Je m'endormais le soir en me disant mais comment je vais annoncer ça à mon entourage. C'était un casse-tête. Et quand on voit la présentation, là juste, tous ces points sont socialement très très vrais. Et en fait, ça fait vraiment grandir quand on y est, parce qu'il faut le faire en fait. À un moment, quand on est au tribunal, il faut le dire, quand on n'a plus rien, voilà. Mais après, je dis pas que c'est une bonne expérience, mais c'est quand même une expérience qui est, moi qui m'a été franchement. On est sorti grandi. Ouais, bénéfique, même nécessaire. Revenir aux fondamentaux, en fait, c'est hyper bon aujourd'hui. On est très pollué, en vrai. De tout, d'administratif, de numérique, etc. Une entreprise, ça reste une entreprise, ça reste dangereux, risqué, faut que ça soit profitable. On oublie aussi de gagner de l'argent des fois. Il y a plein de gens qui veulent gagner de l'argent, mais il faut gagner de l'argent. Ne pas prendre l'argent des fois qui est disponible d'un mauvais client, c'est des décisions qu'il faut réapprendre à prendre. Et sur 10 années d'entrepreneuriat, des fois on a des faiblesses mentales, on n'est pas dans un bon état d'esprit. Voilà, donc ce qui mène à la liquidation, c'est toujours vos décisions, c'est toujours nos décisions. Ça, faut pas l'oublier, il faut prendre ses responsabilités à tous les moments. Quand on vous dit qu'il faut aller renégocier ses cautions sur les prêts bancaires, c'est pas un truc qu'on fera plus tard, il faut le faire. Les conséquences après sont extrêmement. C'est personnel après, ça revient sur certains points, ça revient chez vous. Donc on vient tout vous prendre, c'est pas un bon moment à passer. Donc il faut pas laisser ces trucs-là de côté. Quand on prend un prêt bancaire, les leviers bancaires, etc., il faut jamais oublier pourquoi on les prend. Et quand on demande des cautions, il ne faut jamais oublier que on est lié, quoi. On est marié avec la banque. Discuter avec les banques quand on est entrepreneur, tout le monde n'est pas capable de le faire bien. Moi perso, ça a été hyper chaud parce que je ne suis pas trop câblé comme eux. Et du coup, il m'a fallu longtemps pour trouver un vecteur pour parler avec les institutions bancaires. Et aujourd'hui, du coup, je le fais plus en fait. J'ai pris un associé qui le fait parce que je ne suis pas en capacité de le faire. Donc après, il faut aussi avoir un jugement sur soi-même qui permettent d'avancer en fait. Voilà. Donc cette étape-là, moi, m'a permis d'avancer dans ce sens-là. Et voilà, mais tout ça s'anticipe et tout ça aurait pu être une autre histoire si j'avais fait différemment des débuts en termes de prise de conscience. Ça, tout ce que je vous dis, en fait, on le sait tous. En vrai, je pense qu'il y a plein de choses qu'on sait ce qu'il faut faire, mais à un moment, il faut le faire. Il ne faut pas remettre au lendemain certaines choses essentielles.
Et dans la boîte à outils, il y a des choses à faire tout de suite, à planifier. Des cautions bancaires, ça se décale de 2 ans, après on peut retourner négocier, etc. avec des nouveaux bilans. Il ne faut pas laisser ça de côté, ça fait partie du job en fait. Les risques sont vraiment hyper lourds si ça ne se passe pas bien après. Voilà. Donc voilà, pour cette étape. Je reviens à Johan qui m'a dit Romain, je veux des chiffres. Donc Johan, je vais t'en donner. Alors pas tout de suite, mais je vais t'en donner. Des articles à faire après. Voilà. Et voilà. Un mot sur la boîte à outils avant de vous présenter les chiffres de la matière. Cette matière, il faut la comprendre comme étant structurée autour de 2 grands blocs de procédures. Vous avez des procédures qui sont confidentielles. Confidentielles et qui vont reposer sur la désignation par le président d'un tribunal d'un tiers, d'un professionnel, qui en fait est un négociateur. L'objectif, c'est que ce négociateur aille justement parler avec des créanciers pour trouver des accords. Elles sont confidentielles parce que vous n'allez mettre autour de la table de négociation que les personnes que vous aurez choisies. Et on distingue 2 procédures, on y reviendra ensuite un peu plus en détail, le mandat ad hoc, la conciliation. J'ai également mentionné le règlement annuel agricole, qui est une conciliation pour les exploitations agricoles et viticoles. Et les autres procédures sont des procédures publiques, où on ne va pas négocier, on va imposer à ses partenaires des solutions. Alors, sauvegarde, redressement, liquidation, c'est beaucoup plus connu. Elles sont publiques parce qu'elles sont sur Internet. Tous les tiers vont être au courant de ces difficultés. Et tous les tiers vont être concernés par les effets de ces procédures. Un critère qui permet aussi de comprendre dans quel cas on va vers une procédure ou une autre, c'est une notion importante à connaître pour un chef d'entreprise, c'est la cessation des paiements. Elle est importante parce que tout chef d'entreprise, dont la boîte est en cessation des paiements, a une obligation légale. Il doit faire une démarche vis-à-vis d'un tribunal dans les 45 jours qui suivent la date d'apparition de cet état. C'est dans le code de commerce. Alors qu'est-ce que la cessation des paiements? Vous regardez la trésorerie de l'entreprise, vous regardez les factures échues, impayées, et si votre trésorerie ne permet pas de faire face à un temps T aux factures qui sont impayées, qui sont dues, dont la date d'échéance est dépassée, vous êtes en cessation des paiements. Et dans ces cas-là, le mandat ad hoc ne vous est pas ouvert, la conciliation ne vous est ouverte que si cette cessation des paiements justement ne dépasse pas 45 jours, la sauvegarde ne vous est pas ouverte, le redressement judiciaire l'est, et la liquidation également. Donc vous voyez que c'est une clé aussi de lecture, puisque suivant cette situation financière à un temps T de l'entreprise, ça permettra de déterminer vers quelle procédure on s'oriente. On rentrera encore une fois plus en détail pour comprendre juste la différence entre ces procédures en quelques mots. Un dernier point, quel est le rôle de l'avocat dans ces procédures? Puisque j'ai dit c'est le tribunal dans lequel on va aller pour l'ouverture. L'avocat, il a, on va dire, 5 missions. La première mission, c'est un diagnostic. Quand vous venez voir un avocat, vous allez exposer une situation pendant une durée, un rendez-vous d'1 heure, et il vous permettra justement de déterminer quel est l'état exact de votre entreprise. Deuxièmement, c'est la stratégie. L'avocat vous permettra, à partir de ce diagnostic, de vous orienter vers la bonne procédure. Ensuite, on retrouve ce qu'est un avocat, que ce soit un pénaliste, un avocat en droit de la famille ou autre, les missions classiques. L'avocat, quoi il sert? Il sert à convaincre. Donc quand on va devant un tribunal, on va convaincre la juridiction que la stratégie choisie est la bonne, que la procédure doit être ouverte. Il cherche à défendre. Quand on va en réunion, notamment avec les banques, il va défendre l'entreprise vis-à-vis des banques pour défendre ses intérêts et que l'accord trouvé soit le meilleur accord possible. Et après, moi je considère en tout cas que c'est aussi un coach. Parce que Baptiste l'a dit, dans ces moments-là, le moral n'est pas toujours au beau fixe, c'est dur, et l'avocat doit aussi être une oreille réconfortante pour justement prendre de la hauteur avec ce rôle de tiers sur la situation, pour faire la pédagogie auprès du chef d'entreprise et le rassurer sur le processus. On est toujours biaisé par cet esprit négatif dont tu parlais, de la faillite en fait. Et c'est vrai que quand on ne sait pas où on va, la première réflexe à avoir, c'est de demander aux gens donc, qui sont spécialisés qu'est-ce qui va se passer en fait. Moi j'ai eu la chance de faire ça tout de suite, et donc ça vous enlève un poids en fait de vous dire, parce que bon, enfin, vous êtes habitués, moi c'était il y a 4 ans, 5 ans, moi je me suis demandé un soir si on allait en prison quoi. Oui. En vrai, parce que je savais pas. Donc autant vous dire que j'ai pas bien dormi. Et c'est des questions que j'ai régulièrement. Mais bien sûr, ça m'étonne pas. Alors qu'en fait, voilà,
il y a beaucoup d'étapes avant d'arriver à la prison. Hein. J'y vais pas, mais on ne sait jamais. Mais on pense à tout, quoi. Voilà, donc il faut absolument s'entourer très vite des spécialistes, en fait. Il faut poser des questions, quoi. Ce qui est le rôle du chef d'entreprise, d'aller s'intéresser au sujet. Un mot sur ces fameux chiffres pour que vous compreniez la réalité de la matière. En France, traditionnellement, on avait environ 55 000 défaillances. Alors les défaillances, c'est les procédures publiques, sauvegarde, redressement ou liquidation par an. Quand arrive le Covid, la presse nous dit qu'il va y avoir un tsunami de défaillances parce que le Covid met tout le monde en difficulté. Ça a été l'inverse. On est passé de 54, 52 000 à 32 000 procédures, puis 28 000 procédures en 2021, ce qui était depuis 35 ans jamais arrivé. Et précisément, pourquoi? Parce qu'il y a eu des aides de l'État. Donc on a une économie qui était sous perfusion, et aussi une attitude des créanciers publics, parce que l'URSSAF est un créancier qui peut être signé en redressement judiciaire, donc ouvrir des procédures, et là ils avaient pour consigne de ne pas y aller. Donc on passe effectivement ce cap à 28 000 défaillances en 2021. 2022, les créanciers publics changent de politique avec l'État, les aides de l'État aussi s'amenuisent, remontée des procédures à 42 000, et 2023, hausse des défaillances, 57 000 défaillances en 2023. Donc là, vous avez véritablement une vie économique qui va très mal. Alors, il y a un effet de rattrapage, et il y a aussi une conjoncture. On le sait, il y a différents sujets aujourd'hui. Si vous prenez, alors sur Bordeaux, vous prenez le domaine viticole, il y a une crise du vin rouge qui fait que tout le monde est en difficulté. On connaît les problématiques d'arrachage. Vous avez l'inflation qui met aussi en difficulté pas mal d'entreprises, hein, puisqu'il y a des arbitrages qui sont opérés, on ne va pas toujours vers certaines activités, donc ça, c'est pas simple. Et si on fait le détail de ces 57 000, ça c'est assez intéressant, et c'est là où ce message il est important vis-à-vis de vous. C'est bien qu'on puisse le porter ce soir, parce que le détail, c'est que vous avez 2,6% des procédures sur un an en 2023 qui sont des sauvegardes, 26% des redressements judiciaires, 71% sont des liquidations judiciaires directes. Quasiment les 3/4 des entreprises en France partent directement en liquidation pour fermer. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que précisément, il ne faut pas croire que sur les 3/4 ce sont des entreprises qui sont mortes-nées, qui n'ont aucun avenir. C'est parce qu'elles sont venues, alors j'ai pas les chiffres, je ne dirais pas combien, mais beaucoup trop tard. Moi ça m'arrive très souvent. Mais si vous étiez venu il y a 6 mois, ce n'est pas la même stratégie que je propose. Je ne le dis pas comme ça, mais je le pense. Parce que c'est horrible. Non, je ne le dis pas comme ça. Allez. Mais c'est la vérité. Et en même temps, Les banques vous le disent. Hein. mais en même temps, je ne le dis pas comme ça, mais pour autant, un chef d'entreprise qui part en liquidation, il a le droit de remonter une boîte. Et c'est bien aussi de le sensibiliser sur le sujet en lui disant attention, la prochaine fois, c'est pas grave, mais la prochaine fois, si vous avez à nouveau des turbulences, faites la démarche un peu plus tôt. Et du coup, c'est quand plutôt? Alors ça, c'est toujours du cas par cas, c'est du sur mesure. Ouais. Si on attend effectivement de ne plus avoir de trésorerie, s'il n'y a plus d'argent dans la boîte, il n'y a plus de solution. Donc déjà, son niveau de trésorerie est un bon indicateur. Si vous attendez, parce que vous n'avez pas payé le loyer, que le bailleur vous envoie le commandement de payer, qui vise la clause réductoire, le délai d'un mois est passé, vous avez assignation référée, résiliation du bail, c'est pas fini encore. Hein. Là, c'est plus compliqué déjà. Donc quand vous avez la banque, vous avez un découvert autorisé à 20 000, 30 000, à 100 000 euros. Vous avez des difficultés de trésorerie, la banque considère pour X raison qu'elle ne doit pas le maintenir. Elle dénonce le découvert autorisé. Elle vous envoie un courrier en disant vous devez le rembourser dans un délai de 60 jours. Si vous venez me voir après les 60 jours, je ne peux plus rien faire. Donc voilà des exemples concrets où il faut réagir tout de suite. En fait, c'est une question de timing. Hein. Quand ta boîte, tu sens les trucs. Donc le timing, c'est tes KPI, enfin tes indicateurs doivent être vraiment faits sur mesure. C'est pas le comptable qui les fait. Hein. Ça, faut. Alors, j'ai une petite dent pour les comptables, mais je leur en veux pas. Mais moi, du coup, j'ai réappris à refaire mes indicateurs à moi parce que c'est ça qui va te donner le tempo d'aller dans un sens ou dans l'autre, d'appeler à l'aide ou pas. Voilà, moi, c'est ce qui m'a manqué en fait. J'étais toujours en retard d'un petit cran en fait. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait toutes les étapes quand même, mais j'étais en retard d'un cran en fait. Voilà. En fait, il vaut mieux, Non, y aller limite trop tôt pour rien. Ça m'est arrivé aussi. Voilà, Moi, je préfère un dirigeant qui me dise anticiper, quoi. je fais un rendez-vous d'1 heure, on fait un diagnostic, on sait ce qu'il en est. Et parfois, quand vous allez chez le médecin, le but c'est pas de repartir avec une ordonnance. Le but c'est d'avoir un avis. S'il n'y a pas d'ordonnance, il n'y a pas de médicament, tant mieux, c'est que vous êtes en bonne santé. Là, c'est pareil. Parfois, il m'arrive, je ne fais pas d'ordonnance. Je dis écoutez, l'annonce c'est trop tôt, vous avez raison, vous avez vu certains points, mais pour moi, ils ne sont pas critiques. Il y a encore du temps,
avant qu'on mette en place quelque chose. Tes indicateurs doivent être construits par toi pour ça. Mm. C'est pour anticiper, quoi. C'est ça le vrai job en fait, c'est d'avoir une vision, quoi. Il ne faut pas Une avoir vision peur dans de le pousser projet. la porte justement alors, de l'avocat pour faire ce travail-là. Et c'est pas grave, si jamais effectivement on sort en disant tout va bien, ça donne le sourire. En revanche, s'il y a un sujet, on l'a pris à temps et on peut encore sauver sa boîte. Et 2024, juste. Alors la tendance. 2024, j'ai que les chiffres du premier Ah oui. trimestre, plus 20% par rapport à 2023 sur la même époque. C'est Donc prometteur. les chiffres sont pas bons. Mais je m'y attendais un Et peu. on risque effectivement de dépasser les 60 000 procédures sur l'année. Donc là, effectivement, on a un vrai sujet. Alors quand même, un point positif, j'ai voulu faire cette comparaison INSEE des chiffres Altares, qui est un organisme qui donne le nombre de défaillances. En vérité, vous avez 1 million de créations pour 57 000 défaillances. Donc si on fait le calcul, pour une entreprise qui va mal, il y en a 18 qui sont créées. Ce qui donne quand même une tendance aussi sur le dynamisme du pays. Oui. Je peux poser une question Bien sûr. maintenant ou c'est peut-être après? Ah non, Les indicateurs dont tu parlais, tu les fais toi-même. J'ai entendu trésorerie, le chiffre d'affaires évidemment. Est-ce que tu conseilles certains Alors, indicateurs? en ce qui me concerne, j'ai changé mon fusil d'épaule. Aujourd'hui, je pars de mon besoin personnel, net, et je monte dans l'autre sens pour aller construire une marge et une volonté de gagner temps. J'ai longtemps mis de côté l'argent en tant que tel pour moi, et du coup, ça m'a piégé dans des indicateurs qui n'étaient pas ma lecture. Donc c'est vraiment très personnel, mais voilà, moi je conseille de voir une entreprise, quand on veut peut-être la structurer d'une certaine manière, faut quand même partir de son besoin, quoi. Enfin, c'est quand même nécessaire. Il y a des gens aujourd'hui qui disent moi je m'en fous de ne pas gagner d'argent, je fais ça pour la gloire et tout. On a beau dire ce qu'on veut, la gloire ça fait pas vivre. Donc il faut quand même partir sur les trucs concrets. Les trucs concrets, c'est combien on a besoin pour vivre tous les mois, net, à l'année, les projets, comment on est en couple, on a des enfants, on n'a pas d'enfants. Enfin, c'est ça le premier socle pour moi, indicateur intéressant pour partir. Et on part dans l'autre sens, on monte, on rajoute des taxes, des machins, etc. Et c'est là où on arrive à un point mort un peu biaisé, mais on sait que notre seuil de rentabilité, nous dans les charges, on coûte de temps, quoi. Et ça, en fait, personne n'en parle. Il y en a plein qui disent on a 2 ans d'aide et tout. Alors je sais pas si c'est encore d'actualité avec les périodes de chômage, etc. À l'époque, il y avait des salaires qui étaient couverts par. C'est 18 mois maintenant. Ouais, voilà. Il y avait toute une. À l'époque, on jouait avec ça. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on puisse encore le faire. Mais pour moi, je pense que les indicateurs, il en faut peu. Mais il faut des choses nettes, des indicateurs aussi qui sont personnels, pas que la entreprise. C'est par secteur. Voilà. Les indicateurs d'une coopérative viticole ne seront pas les mêmes que ceux d'une start-up ou alors d'un restaurant. Donc là, il faut bien connaître son modèle économique, il faut bien connaître son secteur, c'est vraiment du cas par cas. Pour situer juste, je vous parle d'un modèle économique entreprise. J'ai eu 5 salariés maximum, je suis redescendu à 2, aujourd'hui je suis 2 en associé. Donc en fait, voilà, tout s'adapte, bien sûr, mais il ne faut pas oublier de gagner de l'argent encore une fois. Et ça, il y a plein de gens qui le mettent un peu de côté. On voulait faire un focus, oui, pardon. J'ai une autre question du coup. Oui. Comment avoir la garantie d'être payé par une entreprise qui fait faillite justement parce qu'elle n'a plus d'argent? Enfin, moi je me dirais, si j'ai plus d'argent pour payer mes fournisseurs, je vais pas aller voir un avocat qui va me demander des honoraires alors que j'ai plus de capacité à payer mes salariés. Et mon autre question c'était, tu l'as abordé tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui peut mener un chef d'entreprise à aller en prison ou à se faire confisquer ses biens ou à être interdit de gérer une Alors, boîte? les deux questions, j'ai la réponse dans la présentation. Alors, je vous promets, c'est pas de la rhétorique. Des fois, les gens disent ça, on le dira plus tard, et puis les gens le disent jamais. Mais je vais vraiment vous répondre. J'ai retenu sur la rémunération de l'avocat et sur les risques d'un dirigeant. Je vais vous en parler, vous allez comprendre les mécanismes. On voulait faire un focus sur ces procédures confidentielles amiables que sont le mandat ad hoc et la conciliation. Vous avez compris la grande idée, on fait désigner un tiers professionnel, on négocie avec les créanciers. Pourquoi c'est intéressant? Ce sont des procédures d'anticipation. Donc effectivement, il faut les connaître, parce que précisément, si on ne peut plus payer personne, ce ne sont pas ces procédures-là. Donc comment on est rémunéré? Un dirigeant qui vient nous voir sur une entreprise pour laquelle il identifie un mandat ad hoc ou une conciliation, généralement, il a les moyens de rémunérer un avocat, sinon ce n'est pas la bonne procédure. Ici, tout est possible encore. À ce moment-là, tout est possible. Tout est possible grâce à cette négociation. Alors, ce sont des procédures, on l'a dit, qui sont secrètes. Personne ne sera au courant. C'est pas sur l'extrait Cabis, c'est pas au Bodac, c'est pas sur société.com, c'est pas sur Papers. Ce sont des procédures qui sont non contraignantes parce que ce professionnel que l'on fait désigner, vous le choisissez.
Une fois que vous êtes allé voir l'avocat, eh bien l'avocat vous propose un professionnel qui pourrait être ce tiers négociateur. Donc si jamais vous dites j'ai pas un bon feeling avec lui, bon, ou l'avocat effectivement peut vous faire rencontrer quelqu'un d'autre. Si la mission vous considérez qu'elle ne fonctionne pas, vous pouvez y mettre un terme à tout moment. Vous êtes parfaitement libre de dire ce mandat ad hoc ne fonctionne pas, ça fait 6 mois qu'on y est, je veux l'arrêter. C'est possible également, c'est prévu par la loi et il n'y a aucune difficulté à ce niveau-là. Et ce sont des procédures qui sont efficaces quand on rentre en mandat ad hoc ou en conciliation. Alors les chiffres, je veux dire, c'est confidentiel, comment vous savez? C'est simple, les professionnels qui sont désignés ont la casquette, leur métier, c'est soit administrateur ou dans l'état judiciaire. Ils ont un organisme de tutelle qui est le Conseil national des AGMJ et qui, eux, ont les statistiques. Donc on ne sait pas quelle boîte en fait l'objet de ces procédures, mais on sait ce qui s'est passé à la fin puisqu'ils les font remonter. Et 80% des procédures qui sont ouvertes donnent lieu à un accord qui permet de sauver l'entreprise. Donc elles sont extrêmement importantes. Alors je vous donne 2 exemples pour être très concret aussi par rapport à ces procédures. Je prends une start-up et je vais vous reparler de cette start-up de tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y avait ce chiffre d'affaires qui avait monté, problème avec le RGPD, problème avec le secteur de l'e-commerce. Lorsque le dirigeant vient me voir, il me dit dans 2 mois, j'ai une impasse de trésorerie. Donc très clairement, dans 2 mois, je suis dans les moins, je suis en cessation des paiements. J'aimerais céder ma boîte, sauf qu'aujourd'hui, sa valeur, elle fait ça. Et j'avais pris un endettement bancaire qui fait que je dois encore rembourser 800 000 € aux banques. Donc la valeur de ma boîte, elle est inférieure au montant de mon passif. Donc si demain j'essaye de céder et que je prends effectivement un prix de cession à 600, bah, je ne peux pas rembourser tout le monde. Il y a 5 salariés, ça sent la liquidation judiciaire. Impasse de trésorerie, on ne peut pas vendre, il y a des dettes bancaires qu'il ne pourra jamais rembourser et que ses prévisions d'activité ne lui permettent pas de rembourser. Donc là, on pourrait dire c'est fini. On va attendre la fin de l'entreprise et on va l'accompagner. Bien, ce qu'on a fait, on est parti sur une procédure de conciliation. Donc j'ai fait nommer un tiers en tant que conciliateur, avec la première mission, on l'a dit, c'est de négocier avec les banques. Beaucoup de prêts bancaires. Il y a une pratique de place dans les conciliations qui font que quand on ouvre la procédure, alors il faut l'argumenter, hein, je vous le fais simple, mais on peut obtenir des banques un gel du prélèvement des échéances bancaires. Les banques acceptent de consentir ce gel. Donc grâce au gel, ce qu'on appelle un standstill, on emploie le terme anglais, à la trésorerie, d'un coup, on la protège. S'il n'y a plus les prélèvements, la passe de trésorerie, on l'évite. Ensuite, la conciliation permet, dans ce cadre confidentiel, de chercher des repreneurs en préservant la valeur de l'entreprise. Par définition, la valeur n'est pas dégradée puisqu'il n'y a pas de procédure publique. On a trouvé 4 repreneurs qui ont fait 4 offres. Sauf que les offres, comme le dirigeant l'avait imaginé, elles n'étaient pas à la valeur du passif. Et c'est là où on emploie un mécanisme de pré-pack-cession. La notion de pré-pack, c'est le passage d'une procédure confidentielle à une procédure publique. Et on est passé au redressement judiciaire accéléré, parce que dans le cadre d'un redressement judiciaire, vous pouvez céder une entreprise pour un montant qui est inférieur aux dettes. Donc l'idée, ce qui n'est pas possible hors ce cadre-là. Donc la conciliation a permis de protéger la trésorerie pour gagner du temps, avoir le temps justement que des repreneurs se positionnent, fassent leur audit et formulent des offres. Si on n'était pas dans le domaine du restructuring, on était bloqué parce que le prix n'était pas suffisant. En passant en redressement judiciaire, qu'est-ce qui se passe? La boîte, pendant 1 mois, est en redressement. C'est le tribunal qui choisit le repreneur en fonction du meilleur projet. Il regarde le prix, le nombre de salariés repris et comment il se positionne sur l'entreprise. Le tribunal choisit le repreneur, le prix de cession est payé et revient à, on va dire que c'est la société X. Le prix de cession rentre dans la société X qui est en redressement judiciaire. Les actifs sortent et vont au repreneur. Et ensuite, la société X se retrouve donc avec un prix de cession sur ses comptes. Et comme elle n'a plus d'activité et plus d'actifs, on convertit la procédure en liquidation judiciaire. Les créanciers sont payés par un liquidateur suivant un ordre, et ceux qui n'ont pas le paiement, ils s'assoient sur leur créance. Donc en fait, vous avez ce mécanisme, et alors qu'est-ce que ça permet? Quel est l'intérêt? L'activité de l'entreprise, céder, c'est aussi sauver, puisque l'activité a été donnée à un tiers repreneur qui a repris tous les salariés. Donc vous avez sauvé les emplois, vous avez sauvé les activités, et vous avez pu céder, malgré le fait qu'effectivement, toutes les dettes ne peuvent pas être payées, sans que ça mette en difficulté le dirigeant. C'était le premier exemple. Le deuxième exemple... Quelles sont les conditions pour que la banque accepte de geler Alors les conditions, d'abord c'est une pratique de place. La simple ouverture de la procédure fait que les banques savent qu'on va leur demander.
Quand vous rentrez en mandat doc et en conciliation, votre conseiller bancaire, vous l'oubliez. Ouais. On a les affaires spéciales, Et ça, c'est une. qui sont un service c'est pas dédié au une méthode. restructuring, qui sont plus violents. Excuse-moi, tu peux le redire plus longtemps, s'il te plaît? Pardon, les affaires spéciales Oui. sont un service qui est dédié à la matière restructuring, Ok. dédié aux entreprises en difficulté, et qui donc prennent la main par rapport à l'entreprise et participent aux échanges dans ces négociations confidentielles. Donc elles connaissent ce cadre, elles connaissent les demandes qui vont leur être formulées, et l'objectif c'est justement de démontrer, d'expliquer pourquoi on en est arrivé là et quelle stratégie on veut mettre en œuvre durant la conciliation. Donc c'est là où on a besoin d'un expert comptable compétent, parce que ça va notamment pour les convaincre passer par les chiffres. En disant, écoutez, voilà, dans un premier temps, la première réunion permet de faire un état des lieux, en disant, écoutez, donnez-nous du temps pour le temps qu'on mature aussi notre stratégie, donc elles accordent le gel, et par la suite, on doit leur proposer une solution de sortie à la conciliation, puisqu'une différence entre les deux procédures, la conciliation c'est 5 mois maximum. Donc, il faut qu'en 5 mois on ait la solution. Donc on a un calendrier très court, et là la solution c'était précisément la session, en disant, accordez-nous le gel, parce qu'on veut trouver des repreneurs, on a besoin, et c'est votre intérêt. Parce que si jamais on part en liquidation, la banque, le remboursement il n'est pas bon. Si on trouve des repreneurs avec un prix de cession correct, elles ont plus de chances d'être remboursées. Voilà un argument qui permet de convaincre les banques. Deuxième exemple rapide, l'entreprise dans l'immobilier. Vous connaissez les difficultés du secteur de l'immobilier, ça a été la catastrophe pour beaucoup. L'entreprise vient me voir, elle avait prévu, de première année d'exercice, elle avait prévu de faire 400 000 euros de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires réalisé, 20 000. Il y a 2 salariés, il y a un prêt bancaire, il y a un contrat de franchise, et durant cette première année, l'entreprise, parce qu'il fallait bien payer les charges courantes, le prêt, le loyer, le chef d'entreprise a fait des apports en compte courant d'associés, injecté des fonds dans la boîte pour 132 000 euros. Donc là, la question, qu'est-ce qu'on fait? Spontanément, on dit, écoutez, arrêtez l'hémorragie. On arrête, on part en liquidation. Oui, mais c'est plus compliqué, parce qu'il y avait 2 cautionnements. Il y avait un cautionnement côté banque, et un cautionnement côté bailleur. Donc si je l'amène en liquidation, bah, la banque, elle attaque la dirigeante, et son patrimoine perso, on ne le sauve pas. On est bloqué. Donc j'ai tenté la conciliation, en faisant nommer ce tiers, pour trouver des accords pour la protéger. Et alors je ne dis pas que ça marche à chaque fois, mais là ça a marché. Il y avait 3 créanciers principaux. Il y avait la banque. Alors avec la banque, on a réussi à négocier le gel pendant la procédure, et on a fait durer le gel sur une durée de 12 mois. En disant l'activité, le secteur de l'immobilier, ça a eu un creux énorme, c'est en train de repartir. Donc on négocie 12 mois de gel pour précisément permettre à l'entreprise de refaire de la trésorerie le temps que le marché revienne, que l'activité revienne. Elle avait un loyer à 3 000 euros hors taxe, agence immobilière, jolie agence. On a négocié avec le bailleur une résiliation amiable du contrat pour qu'elle puisse sortir du bail. En plus, elle a récupéré son dépôt de garantie parce que le locaux était en bon état. Et là, elle s'est mise dans un petit bureau à 400 euros par mois. Et là, c'était la dernière négociation là, qu'on a réussi, c'était il y a un mois, avec le franchiseur. Pas évident, parce que le franchiseur avait dit, qui est plutôt compréhensif, depuis le début, lui, il ne prélevait rien. Je dis oui, c'est très bien, mais s'il ne prélève pas, vous avez un stock de dettes, il peut se réveiller à tout moment. On a réussi à le faire plier, on a résilié le contrat de franchise sans qu'il réclame les sommes qui étaient dues. Donc on a réussi à faire sortir ce qui était... je n'aurais pas signé au début en disant que ça se passera comme ça. Je dis on va l'essayer, mais c'était pas gagné. Donc on a eu 3 accords, et aujourd'hui, effectivement, l'entreprise a réduit ses charges pour continuer son activité, le temps en espérant que le marché, effectivement, lui permette de rebondir. Donc voilà 2 exemples très concrets de ce que peut permettre la conciliation. Alors, Baptiste, toi, tu as vécu un mandat ad hoc. Moi, Là, il n'y a pas de durée. Expliquer comment on C'est réussit super. pas un mandat ad hoc. Très concrètement aussi. On en a parlé la dernière fois. Donc moi, toujours le même problème, timing mauvais, un peu tard, et surtout pas bien entouré. Mon avocat me permet assez rapidement de faire la première réunion avec l'administrateur judiciaire pour faire un peu le survol du dossier. Première fois seul, mon comptable n'est pas dispo. Bon, dans l'urgence, le timing était serré, on fait quand même le rendez-vous, je donne les infos que j'ai et tout le monde est plutôt confiant. Donc je sors de là en me disant ça va aller. Et en fait, deuxième rendez-vous, mon comptable me plante la veille. Il me dit je ne viendrai pas au rendez-vous. Et donc là, c'est le rendez-vous avec les banques. Physique, téléphone, tout le monde. Voilà. J'avais à peu près toute la place, donc j'étais bien. C'était un bon rendez-vous. C'était chaud.
Et donc pour arriver quand même sans comptable, je préviens l'administrateur judiciaire quand même. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un logiciel à la hâte, donc AJ4, très bien, de trésorerie, pour arriver avec des billes que je pouvais maîtriser. La veille, j'ai passé la nuit à tout rentrer dedans, tout ce que j'avais. Et à la fin de la soirée, j'ai une ligne verte qui va un peu vers le haut. J'ai une courbe verte. Allez, c'est bon. Donc j'arrive au rendez-vous Confiant. plutôt confiant, quoi. Donc il se passe 1 heure, on discute. Donc du coup, là, je reviens juste sur les affaires spéciales. Donc moi, j'avais un rapport un peu compliqué, humain en fait, avec la banque. Donc du coup, j'arrivais plus ou moins toujours à obtenir ce que je voulais parce que j'ai négocié toujours avec les mêmes personnes. J'y allais toujours au pied de biche, mais j'y arrivais. Et là, du coup, on ne connaît personne. Hein. Et puis les gens qu'on a en face, ils sont hyper techniques. Donc moi, j'étais complètement largué sur la partie technique. Donc là, tout ce qui est négociation, dissoudre et tout, les blagues, ça marche pas du tout. C'est pas le genre de réunion où on peut faire un numéro. J'ai très vite compris, dans les 10 premières minutes, je suis revenu à mon niveau. Et en fait, donc, je montre quand même. Donc le problème, c'est qu'on travaillait quand même sans mon comptable, donc ils attendaient des chiffres spécifiques que j'avais pas. Donc je montre la partie trésorerie, une courbe verte qui monte de 1 ou 2 degrés. Et en fait, 10 minutes avant la fin de la réunion, il y a une dame qui me dit, mais en fait, c'est où la TVA? Et donc sur AJ4, il y a un bouton magique. Vous appuyez sur TVA et ça intègre tout, avant, après, pendant. Et donc là où j'avais une courbe verte, en 1 seconde, je prends le mur en rouge à 2 mois. Mais mur profond, quoi, mur violent. Quoi. Donc là, la réunion s'arrête, hein, direct. Il y avait un gros blanc. Donc il y a une grosse tension qui est arrivée. Moi, j'ai eu un petit coup de chaud sur le moment. Donc j'ai retourné à l'ordinateur, j'ai dit bon, on va revoir ça avec le comptable, on va reprévoir un autre rendez-vous, etc. Mais bon, ça a acheté un froid, les discussions se sont stoppées. Donc voilà comment on fait pour foirer une procédure ad hoc en bonne et due forme. Mal accompagné, mal préparé. Y aller un peu voilà, avec des outils qui ne sont pas adaptés, avec, surtout sans connaître en fait. Du coup, je ne connaissais pas la technicité du rendez-vous. Je ne savais pas que j'aurais des affaires spéciales. Enfin, j'étais vraiment pas aguerri et j'y suis allé un peu la fleur au fusil en fait. Rassuré par un premier rendez-vous, j'y suis allé pas comme il fallait. Voilà. Et donc là, clairement, mine de rien, on perd 8-10 jours, hein, c'est important parce qu'entre le premier rendez-vous, le deuxième, le temps que tout le monde se cale, enfin, moi j'ai réuni 14 personnes dans le même bureau pour que tout le monde ait le planning. Enfin, déjà, on perd 10 jours quoi. Et 10 jours où on se demande déjà si on va pas aller en tôle, comment on va finir, etc. Donc tous ces trucs-là, ça fait que voilà. Donc l'anecdote est drôle aujourd'hui. Sur l'instant, je peux vous dire que j'ai pas du tout rigolé. Mais voilà, vaut mieux avoir un comptable. Voilà. Et surtout, j'aurais dû y aller avec mon avocat, ce que j'ai pas fait par excès de confiance, je pense vraiment. Ouais. Et puis il connaissait bien le dossier, l'administrateur aussi. Du coup, bon, voilà, mal préparé, comme un rendez-vous qu'on prépare mal et qu'on foire. Quoi. Sauf que celui-là, fallait pas le foirer normalement. Donc voilà comment on réussit pas un mandat ad hoc. Et ces réunions sont très dures, Ouais. et effectivement, y aller seul, ça me paraît impossible. Avec le recul aujourd'hui, je me demande comment. Les interlocuteurs sont vraiment sans pitié, et l'avocat doit monter au créneau, véritablement, parce que justement, il ne faut pas que le dirigeant se grille non plus. Le dirigeant, souvent avec l'affect, il risque d'être un peu violent. Il ne faut pas qu'il le soit, parce qu'il faut quand même trouver un accord, hein, donc il faut les convaincre, il ne faut pas se les mettre à dos. Et finalement, c'est aussi le rôle de l'avocat de prendre ça pour lui. Et s'il faut être un peu désagréable, c'est l'avocat qui doit le faire, parce qu'au final, c'est pour le dirigeant qui est d'accord, il faut protéger le dirigeant en tant qu'avocat, et c'est là où faut être c'est l'avocat qui est agressif, pas le dirigeant. Émotionnellement, on est déjà un peu stressé sur ces périodes-là, en fait. Il y a déjà un goût d'inconnu, il y a déjà un goût il y a une pression qu'on ne connaît pas, en fait, quand c'est la première fois. Et du coup, je me rappelle avoir téléphoné à mon avocat 2 jours avant, pour lui demander si l'administrateur judiciaire était de mon côté. Parce que je ne savais pas, en fait, vu que c'est administrateur judiciaire, c'est un côté étatique. Et du coup, je me posais la question. Et quand je regardais sur Internet, je ne trouvais pas la réponse. Voilà. Alors la réponse, en vérité, donc, son métier c'est administrateur judiciaire, mais là il prend une casquette différente, celle de mandataire ad hoc, et il n'est pas à côté de l'entreprise. Non, parce qu'il a un rôle objectif. C'est là, c'est un peu paradoxal, on le fait désigner, et pour autant lui, comme c'est un négociateur professionnel, son but c'est de faire des propositions, se mettre au milieu, et justement d'écouter l'un, d'écouter l'autre, et de trouver une solution. Et l'avocat, en revanche, lui, il défend les intérêts de l'entreprise. Donc lui, il veut que l'accord soit le plus bénéfique pour la boîte. Les banques vont tout faire pour que ce soit bénéfique pour elles-mêmes. Et le conciliateur va écouter chacun et essayer de modérer. Ou le mandataire ad hoc. Encore une fois, question de timing.
moi, c'était dans une période qui était très rapide. J'avais des banquiers à qui j'avais remboursé uniquement les frais de dossier sur certains prêts. Donc, ça faisait vraiment la gueule dans le bureau. Et donc, quand vous avez des prêts où il n'y a pas eu de remboursement d'échéance encore, parce que il n'y a rien qui est passé, les affaires spéciales, c'est une autre dimension. C'est vraiment, voilà. Donc, ça peut faire peur, mais c'est pas des gens avec qui on rigole à table, je pense. Non, ils peuvent être moralisateurs, ils peuvent être effectivement violents, ils peuvent être. Mais c'est le jeu aussi, on le sait. C'est pour ça que le dirigeant, s'il est averti, un homme averti en vaut deux, il est beaucoup plus calme. Si l'avocat connaît la matière, il sait comment leur répondre. Parfois, quand il y a l'avocat, il ne se comporte pas de la même manière non plus. Il profite aussi de l'absence de conseils pour se comporter différemment. Les affaires spéciales, ça relève de. Pardon. C'est contentieux. Oui, mais C'est pas le contentieux. du coup, Ah c'est- bon ils sont sous la casquette de qui en fait C'est un service de la banque. Dans la banque. C'est ok. un des services, c'est que chaque banque, Ils sont payés par la banque. ils sont payés par la banque. C'est des salariés de la banque. Ok, d'accord. Et alors, il y a le service contentieux, c'est quand il y a une procédure Ah, collective c'est après, qui intervient. Mais les affaires spéciales, c'est en amont de la procédure C'est vrai que j'avais collective. pas les mêmes après. Non. Et c'est comme, voilà, il y a le conseiller bancaire qui fait des prêts pro, des D'accord. prêts Affaires perso, et eux, spéciales, donc c'est banque pour ces sujets-là. pour ces sujets d'amiable, Le mandataire ad hoc, c'est le négociateur qui est désigné par le Neutre. tribunal à la L'organisateur demande, de la voilà, séance, quoi. exactement, qui est désigné par le tribunal. d'accord. à la demande de l'entreprise. Et après, entreprise, avocat. Ok. Oui, parce qu'avant, on passe au tribunal. C'est avant. Alors si, on a un rendez-vous avec le un président. mot rapide, l'avocat rédige une requête pour précisément saisir le tribunal de la demande, et ensuite il y a une audience à laquelle le dirigeant vient avec l'avocat devant le président du tribunal pour expliquer pourquoi on veut aller dans cette procédure. Et le président rend une décision qui ouvre la procédure et nomme le mandataire ad hoc ou conciliateur. Alors, petite anecdote, j'ai fait ce rendez-vous tout seul. Oh punaise. Et je me rappelle. Pas de chance. C'est Ça, très pareil, ça me paraît inconcevable. Je savais pas. Ouais. Ah bah ouais, le président il a été pas tendre avec moi. Mais où était ton avocat? Mais en Et fait ton j'avais pas comptable d'avocat pour ça. Ah, J'avais un t'avais pas avocat encore d'affaires prévu. historiques qui me drivait, il me protégeait, il me disait fais ci, fais ça, mais il n'est pas spécialiste, il est spécialiste des affaires, il n'est pas spécialiste de ça. Et c'est vrai qu'en fait on se rend pas compte, mais le droit, c'est méga large. Que ce soit une facture impayée ou une liquidation, enfin, je veux dire, c'est pas les mêmes personnes. Ça. Non. Et ça, moi, je savais pas. Oui, puis on le sait Moi, pas. je me Non. disais, j'ai un avocat. Ouais. J'ai un avocat, c'est un avocat. Il fait tout, il sait tout faire. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et ça, c'est une erreur. Enfin, l'accompagnement, franchement, moi, c'est. Mais ça, on n'est pas accompagné là-dessus. Non, puis on sait pas. Et puis en fait, à un moment, à qui demander? On commence par où? Par quoi? Quelle expérience tu as eu? Moi, j'ai déjà demandé, dans une affaire précédente, de me séparer d'un associé, un avocat, en 2 coups de fil, il m'a envoyé 5 factures. Je savais pas. Enfin. Donc on est échaudé par des... On ne sait pas en fait. Donc en fait tout ça, ça se prend en main, il faut se renseigner avant. Et je vous raconterai après une autre anecdote avec cet avocat qui m'a permis en fait pourquoi il faut se renseigner avant en fait. Et je vous dis un mot quand même sur les procédures publiques. Cette sauvegarde, ce redressement judiciaire qu'on connaît, qui parfois également font peur. J'ai voulu reproduire ce que nous dit vraiment le Code de commerce. Ils sont très très proches ces deux procédures. Le Code nous dit la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi, l'apurement du passif. Donc véritablement, les 3 objectifs de cette procédure ne peuvent que rassurer. Vous voyez que vous avez vraiment une vision de restructuration et de continuité dans l'entreprise. Elles ne sont pas là, elles ne doivent pas effrayer puisqu'on cherche à sauver. Elles ont les mêmes effets, là aussi parfois c'est un peu mal compris. Elles désignent différents organes. Il y a le mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire, il représente les créanciers. L'administrateur judiciaire, c'est un autre métier. Lui, il va épauler le dirigeant dans la gestion de l'entreprise. Vous avez une période d'observation, c'est-à-dire la période durant laquelle la procédure sera ouverte, une restriction des pouvoirs du dirigeant, l'activité continue, vous restez à la tête de l'entreprise, mais vous ne pouvez plus exactement faire comme avant. Typiquement, une entreprise qui effectivement est dans le milieu, alors on va reprendre le milieu des startups, le secteur de l'e-commerce. Ils ont la chance d'être propriétaires d'un bien. Pendant la procédure, ils veulent vendre ce bien. Ils ne peuvent pas le faire seuls, parce que l'activité de l'entreprise ne correspond pas à cela. Quand on a un acte de disposition étranger à la gestion courante, nous dit le texte, on doit aller chercher l'autorisation. Donc quand vous vendez des objets sur Internet, votre métier, c'est pas de vendre des biens, de vendre par exemple un immeuble. Donc si vous voulez vendre un immeuble, il faudra l'autorisation. Donc vous n'êtes plus totalement libre de tous vos actes. Pour autant, vous restez à la tête de l'entreprise et c'est vous qui gérez l'activité. Restriction des droits des créanciers, et là j'en viens directement aux avantages. Le principal avantage et l'intérêt, pourquoi on ouvre ces procédures, c'est tout simplement parce que toutes les dettes qui ont pu être créées avant l'ouverture de la procédure,
l'URSSAF, la TVA, les fournisseurs, sont gelés. Donc pendant la procédure, vous avez le droit et l'obligation de ne plus les payer. Donc si toutes les dettes que vous aviez sont gelées, vous allez reconstituer de la trésorerie. Et les créanciers, effectivement, ne vont plus pouvoir attaquer l'entreprise. Toutes les actions en justice pour ces dettes antérieures sont interdites et toutes les saisies sont interdites. Donc la procédure publique, elle est intéressante parce qu'elle vous protège. Vous payez plus ce qui est né avant et vous ne vous faites pas attaquer. En revanche, pendant la procédure, toutes les dettes nouvelles doivent être payées à échéance. Et l'objectif, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que toutes ces dettes antérieures qui ont été gelées, vous allez les rembourser à la fin de la procédure, dans le cadre d'un plan que vous construisez pendant, qui va durer potentiellement 10 ans. Il n'y a pas forcément de danger à faire du business avec une société en redressement judiciaire. Sauf si son activité, son modèle économique n'est pas bon, si elle recrée des nouvelles dettes, la procédure peut être convertie en liquidation. Donc si vous croyez dans l'activité, et si vous la soutenez en travaillant avec elle, tout ira bien. Et si elle crée de nouvelles dettes, ça peut être converti. Et là, je réponds à votre question parce que je ne l'ai pas oublié, comment l'avocat est payé. Alors, vous avez compris qu'en monde avocat et en conciliation, on négocie des gels, on protège la trésorerie. S'il n'y a plus des prélèvements, l'argent revient sur les comptes, donc on peut payer ses conseils. En redressement ou en sauvegarde, c'est la même idée, puisque toutes les dettes qui ont été gelées, les prêts, les dettes URSSAF, vous reconstituez de l'argent. Donc en fait, la société effectivement a un tenté va mal, mais grâce à ce qu'on met en place, elle retrouve sa trésorerie. Donc elle retrouve la capacité de régler ses conseils. C'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Après, c'est trop tard. Et alors, juste en un mot pour que vous compreniez ce plan très rapidement, comment il est construit, on cherche d'abord à savoir quel est le montant des dettes. Donc là, l'idée, c'est que vous déclarez un montant de dette, mais en même temps, les créanciers vont aussi dire au mandataire quelle est la dette. Soit vous êtes d'accord, soit vous n'êtes pas d'accord. Il y a une procédure dans la procédure devant le juge commissaire pour trancher le montant. Et ensuite, vous avez besoin d'un expert comptable. Vous faites des prévisions d'activité et de trésorerie, par exemple, sur 10 ans. Vous voyez la capacité d'autofinancement de la boîte, combien elle peut rembourser chaque année, et vous calibrez ensuite votre plan de remboursement. Sachant qu'il n'y a pas besoin 100% de passif, pas besoin de faire linéaire, 10% par an. Quand vous avez effectivement un avocat qui est habitué à la matière, il y a des petites choses à faire intéressantes pour être faire des échéances plus petites sur le début, rembourser 2% la première année, 3% la troisième année. Comme ça, vous avez le temps à ce que l'activité reparte. Donc tout ce stock de dettes gelées, vous le réétalez sur 10 ans. Donc voilà l'intérêt de ces deux procédures. Sur le plan de remboursement des créanciers, c'est du déclaratif. C'est-à-dire C'est le mandataire qui contacte les créanciers. Alors, c'est c'est une très bonne question. Le sujet est simple. Vous avez une procédure publique. Cette publicité se fait ce qu'on appelle le BODAC, le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Les créanciers, à partir du moment où la procédure est sur le BODAC, ils ont 2 mois pour déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire. Donc le mandataire judiciaire, il ne va pas les contacter. C'est aux créanciers de vérifier si leur débiteur est en procédure collective ou pas. Ce qui vous inquiète, je le vois. Ce qui t'inquiète, pardon. Ce qui t'inquiète, je le vois. Et ensuite, tu as 2 mois à partir de cette publicité pour déclarer ta créance. Si tu ne le fais pas, on dit que tu es forclos et c'est fini. Ouais, donc si en fait. Mais en droit, c'est jamais. Attention, mais en droit, c'est jamais fini. Si tu ne le fais pas et qu'on a les arguments juridiques, on peut faire un relevé de conclusion, on peut aller quand même chercher quelque chose. Et là, après, il faut rentrer dans le détail des situations. Donc, il faut retenir que c'est jamais fini. S'il y a 2 ans qui se sont écoulés, à mon avis, c'est compliqué. Si on a raté le délai à 1 mois, ça mérite d'être regardé. Est-ce que c'est. Comment dire Est-ce que les créanciers, en gros, qui reviennent, c'est la TVA, c'est l'URSSAF, c'est les impôts, mais jamais des prestataires privés Qui reviennent, c'est-à-dire Je trouve pas le vocabulaire. Qui demandent leur dû. Qui demandent leur dû, oui, parce que eux, ils sont au courant de ces procédures. Alors, c'est un vrai Les sujet. freelances, Tu par peux avoir des exemple, grosses boîtes qui Alors, ont des alors, veilles. Ils ont des veilles. Voilà, on peut sur Infogreffe mettre des veilles sur des sociétés, comme ça on reçoit une alerte. Quand on sent qu'on a un prestataire qui est un peu bancal, on met une alerte sur Infogreffe, avec son numéro RCS, et on reçoit une alerte, c'est l'ouverture d'une procédure. Personne sait ça. Et la société en tant que telle, elle peut déclarer aussi une partie de ses créances qui est en cours de procédure. Alors la société, alors oui, alors là après la question c'est de savoir quelle est l'honnêteté de la société. La société effectivement à l'ouverture remplit une liste de ses créanciers et depuis 2014, cette liste vaut présomption de déclaration de créance. Pour autant, si elle a un avocat qui lui conseille de mettre 1 euro sur chaque créancier, tout le monde pomme la créance. J'ai pas dit que c'est ce que je faisais. Et juste pour rebondir là-dessus, juste tout ce que tu dis là, tous ces petits trucs là, pour l'avoir vécu, en fait, en tant que chef d'entreprise, c'est hyper
passionnant et intéressant quand on est au cœur de ça, de découvrir l'ensemble de ces leviers, la construction ou la déconstruction d'un projet. Franchement, là tu découvres un truc, en fait c'est sans fin. Quand on est avec les bons professionnels, il y a des solutions. La solution c'est peut-être de fermer, mais il y a des solutions, il y a une trajectoire, il y a une stratégie. Si on aime ça, c'est vraiment passionnant. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ces procédures publiques vont tout bouleverser. Toutes les règles qui s'appliquaient avant ne s'appliquent plus. Ce sont des nouvelles règles. Donc c'est pour ça que Y l'avocat en compris droit nos des affaires croyances générales, de l'éducation qu'on a, etc. Oui. Ça casse tout en fait. Ça casse On part à zéro. Et donc en fait, enfin moi j'ai été un peu happé en fait là-dedans aussi, par la force des choses. Hein. Mais à un moment, j'ai jamais pu laisser plus de 3 semaines les dossiers fermés en me disant je ne veux plus y aller. Et c'est ce qui m'a sauvé en fait. Voilà. Donc restez curieux en fait, quoi qu'il arrive. Oui. C'est oui, hyper parce que important. c'est pas l'avocat qui fait la réussite de la procédure, c'est aussi Non. l'avocat, mais c'est le dirigeant. Ouais. Si le dirigeant perd toute motivation, si le dirigeant n'est pas impliqué, l'avocat il ne sauvera pas. Hein. N'oubliez pas que C'est ça un reste de travail l'humain. d'équipe, hein. Ouais, c'est de l'humain, il faut pas oublier. Et le plan de remboursement, je suis désolée. Non, c'est pas- C'est vrai que c'est passionnant, tu as raison. Le plan de remboursement, il fonctionne que dans des procédures judiciaires et jamais à l'amiable, si j'ai bien compris. Alors, le plan de remboursement en procédure judiciaire, il est imposé. En amiable, c'est les accords, donc on peut tout imaginer. On peut très bien imaginer, effectivement, sur une dette, et ça, il y a des mécanismes notamment avec les créanciers publics, si on doit rentrer dans le détail, ou une société qui accumule des dettes de TVA, qui accumule des dettes vis-à-vis de l'URSSAF, on les fait rentrer en mandat ad hoc et en conciliation. On peut négocier des accords avec un organisme qui s'appelle la CCSF, qu'on va saisir pour avoir des échéanciers qui vont de 12 à 24 mois. En revanche, le remboursement sur 10 ans, on ne l'aura jamais en amiable. On l'a qu'en procédure publique. Mais trouver des accords de remboursement en amiable, oui, mais dans des proportions plus mesurées. Vous pouvez tout négocier à partir du moment où on s'en occupe. Oui. En fait, ça on oublie. Tout est négociable, tout se discute. Un mot rapide quand même sur la différence entre ces deux procédures. La sauvegarde c'est plus court, c'est 12 mois. Le redressement c'est 18. L'administrateur judiciaire, je dis, il est aux côtés du chef d'entreprise. En fait, il n'est pas dans toutes les procédures. Il n'est que si certains seuils de chiffre d'affaires et de salariés sont dépassés. Plus de 20 salariés, il y a un AGI. Plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y a un AGI. Sinon, il n'y en a pas. Sauf si on le demande. Quand il existe, il n'a pas les mêmes missions dans les procédures. On voit qu'en redressement judiciaire, il est un peu plus aux côtés de l'entreprise et parfois c'est un peu plus difficile en termes de gestion. Surveillance en sauvegarde, ça veut dire qu'il a un contrôle a posteriori. Assistance, ça veut dire qu'il y a une double signature des actes que fait l'entrepreneur. Là, c'est un peu contraignant. Hein. C'est-à-dire que dès que vous faites des décaissements, vous lui envoyez une fiche de trésorerie en disant je veux que ça soit payé, il faut qu'il la valide. Tu t'aimes. Un peu. Un peu. On dit finalement vous avez créé un stock de dettes, vous avez mis en danger votre boîte et l'économie générale, il faut le voir comme une aide, pour justement éviter que ça s'aggrave encore. Les licenciements. Vous avez peut-être parfois besoin, malheureusement, de vous séparer de certaines personnes. Le régime en sauvegarde de licenciement pendant la procédure, c'est le droit commun, c'est le droit du travail classique. En redressement judiciaire, ils sont simplifiés. Vous allez devant un juge-commissaire qui autorise le licenciement. Alors là, c'est un peu plus technique, mais le motif économique du licenciement, c'est précisément le redressement judiciaire. Donc ça limite les risques de contestation, pour faire simple. Très important, l'AGS. Alors l'AGS, c'est un organisme tiers qui est payé par des cotisations patronales de tous les patrons chaque année et qui est là au service des entreprises en difficulté pour faire l'avance des fonds dus aux salariés. Vous avez des salaires impayés à l'ouverture en redressement judiciaire. L'AGS, vous ouvrez le redressement, l'AGS fait l'avance des salaires. Donc vos salariés touchent les sommes et vous les rembourserez à la fin de la procédure. Vous avez besoin de faire des licenciements. Vous n'avez pas l'argent. L'AGS avance le coût des licenciements en redressement judiciaire. Alors c'est pas la même intervention en sauvegarde ou en redressement. En redressement judiciaire, il y a une cessation des paiements, on l'a dit, donc il peut y avoir des salaires impayés. Donc elle prend en charge les salaires impayés pour les 60 derniers jours de travail. En sauvegarde, c'est un peu différent. Normalement, il n'y a pas de cessation des paiements si vous êtes en sauvegarde, donc il n'y a pas de salaire impayé, donc l'AGS n'intervient pas s'il y a des salaires qui le seraient. Donc à retenir, l'absence de paiement des salariés peut être résolue grâce à ces procédures qui fait l'avance des fonds pour que vos salariés puissent toucher l'argent. Ou si vous avez besoin de diminuer la masse salariale, le coût sera également pris en charge. Ça n'est qu'une avance, il faudra le rembourser plus tard. Alors, dernier point sur les différences. En sauvegarde, le but c'est pas de céder. C'est le seul entrepreneur peut aller chercher cette procédure. Le but c'est effectivement de construire ce plan.
Le redressement judiciaire, il est un peu plus dangereux. Parce que le texte nous dit qu'à l'ouverture, tous les tiers peuvent présenter une offre de reprise. Donc vous aurez votre redressement judiciaire, si vous avez un concurrent qui est intéressé, il a le droit d'envoyer une offre en disant moi je veux la racheter. Mais en revanche, pour aller au bout de ce que prévoit le Code de commerce, vous avez ce qu'on appelle un principe de subsidiarité qui fait que si vous, dirigeant, vous présentez un joli plan de remboursement, il prévaut sur le plan de cession. Donc si vous montrez que vous êtes en capacité de rembourser vos créanciers par exemple sur 10 ans, même si le tiers a fait une offre de reprise, le tribunal privilégiera le plan de remboursement. D'où la maîtrise des outils, stratégie avec les accompagnateurs et la maîtrise du timing. Voilà. Donc faut avoir encore une fois, la vision revient, mais là il faut changer de vision, il faut se mettre dans... Voilà, on efface tout ce qu'on connaît, on redevient entrepreneur basique puisqu'il faut refaire la vision du projet qui est différent, avec tous les outils, les aligner au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Alors vous l'avez compris, pour l'instant on a vu négocier les procédures amiables, imposer ces deux procédures publiques et on va terminer l'atelier avec... Ah oui, j'ai pas dit un mot, alors j'en dis un mot rapide, j'avais oublié. On a une nouvelle procédure qui a été créée post-Covid, qui est la procédure de traitement de sortie de crise, qui a été renouvelée jusqu'à fin 2025. Et ce qu'il faut retenir, elle est intéressante, parce que c'est un redressement judiciaire accéléré. Le redressement, c'est 18 mois. La PTSC, c'est 3 mois. Et donc, vous avez une procédure de 3 mois où vous pouvez ensuite faire un plan de remboursement sur 10 ans. Il faut répondre à des conditions. Il y en a eu 8 aujourd'hui à Bordeaux. Donc, c'est très peu d'avocats le font, très peu la connaissent. Il faut vraiment remplir les conditions. Mais moi, je pense qu'elle est hyper intéressante. Moi, ça a fonctionné dans ce que j'ai fait. Et il faut l'avoir en tête. Il y a des nouveaux outils aussi qui naissent chaque année, régulièrement. Non, mais chaque année quand même, parce qu'il y a beaucoup de réformes. Je le rappelle, c'est pas forcément des procédures, mais c'est quand même des outils à l'intérieur des procédures qui sont nouveaux. Dernier point après négocier, après imposer, la dernière procédure, quand on veut fermer sa boîte, c'est pas honteux, on peut vouloir tourner la page et mettre un terme à cette histoire, c'est la liquidation judiciaire. Donc là, forcément, l'entreprise est en cessation des paiements. Il faut démontrer que son redressement est impossible. Et vous avez un effet automatique, c'est quand vous rentrez en liquidation, là, le dirigeant, il est dessaisi. Il n'a plus le droit de toucher à rien. Le liquidateur est nommé et il reprend la main. C'est le liquidateur qui licencie les salariés dans un délai en principe de 15 jours post-jugement. S'il y a des créances clients, il va aller les chercher en faisant des procédures pour récupérer l'argent. Il va ensuite vendre les actifs de l'entreprise, encore une fois pour récupérer de l'argent. Et enfin, avec l'argent qu'il aura, il va rembourser les créanciers suivant un ordre qui est prévu. Et comme je dis tout à l'heure, les créanciers, pour la plupart, qui ne sont pas payés parce qu'il n'y avait pas assez d'actifs, ils s'assoient sur le montant de leur créance et ils reçoivent ce qu'on appelle un certificat d'irrecouvrabilité. Cette liquidation judiciaire n'a pas de durée dans la loi. Pour autant, quand on a des petites entreprises qui remplissent certains critères, on a une version simplifiée qui peut durer 6 mois. Mais si le liquidateur n'a pas fini en 6 mois, on repasse au régime normal. Donc il ne faut pas être super content en sortant en disant dans 6 mois c'est fini, pas forcément. Elle se termine de deux manières. Soit, cas le plus classique, 95% des cas, véritablement l'actif, l'argent n'a pas permis de rembourser les dettes, tandis qu'il y a une insuffisance d'actifs. Ou alors, cas plus rare mais qui arrive, les actifs ont été vendus à une belle valeur, il y avait des dettes mais pour un montant pas si important que ça, et on parle d'extinction du passif. Et quand il y a une extraction du passif, là la société, elle va continuer. Là où pour assurance d'actifs, elle est dissoute et c'est fini. Dernière slide de mon côté. Dernier slide de mon côté, parce que et là tu pourras effectivement aussi illustrer. Une liquidation judiciaire, c'est pas une sanction, je dis c'est pas grave. Pour autant, il peut y avoir des risques. Donc c'est ce qu'il faut avoir en tête. Le premier risque, et c'est un peu la réponse aussi à la deuxième question que tu avais posée, le premier risque, c'est quand on a des dettes personnelles. Typiquement, on l'a dit, vous avez souscrit un emprunt bancaire au nom de l'entreprise, la banque vous a imposé d'être caution. S'il y a une liquidation judiciaire, effectivement la banque déclare sa créance de prêt, mais elle a le droit de vous attaquer et elle vous attaquera sur votre patrimoine personnel pour rembourser l'argent comme vous étiez caution. Quand, là je me tourne vers l'avocate qui le sait, quand on crée une société, quand on crée une SAS ou une SARL, il n'y a pas le même régime pour les dirigeants. Un dirigeant de SARL, il est en PNS, travailleur non salarié. Quand on a une SAS, le dirigeant est en assimilé salarié. Cette différence, je ne sais pas si tu le savais peut-être, elle est importante dans ma matière. Parce que quand tu es en liquidation judiciaire, quand tu crées une dette URSSAF, ton dirigeant SAS, il est protégé.
Donc ça déclare sa créance. Ok. En TNS, c'est une dette personnelle. Donc l'URSSAF ne déclare même pas sa créance dans la liquidation, elle attaque le dirigeant. Si vous êtes en SARL C'est compliqué de négocier. et que vous avez des cotisations, de gérants à payer, c'est pour vous. Et ensuite, alors là on est chez Maillage, il y a d'autres réseaux comme Réseau Entreprendre Aquitaine ici qui font des prêts d'honneur. Prêt d'honneur, ils vous prêtent une somme, vous avez l'obligation de l'injecter en compte courant. Donc ça va dans la boîte. Pour autant, s'il y a une liquidation judiciaire, potentiellement le prêt vous est octroyé à vous, donc c'est une dette personnelle. Après, Réseau Entreprendre, je les connais bien. Je sais qu'ils ont une pratique où ils ne vont pas aller chercher l'argent, ça se négocie aussi, hein, ils ne vont pas vous mettre en difficulté, mais le prêt d'honneur en lui-même, ça reste un danger. Deuxième risque, les sanctions. Alors les sanctions, c'est quand vous faites des fautes. Alors, une faute, c'est quoi? Il n'y a pas de comptabilité. La comptabilité est irrégulière. Vous avez une activité déficitaire que vous avez poursuivie pendant 5 ans sans prendre aucune mesure de restructuration. Vous n'avez pas respecté les 45 jours pour la cessation des paiements. Vous avez pris une partie, vous avez pioché dans la caisse, vous avez fait un abus de bien social, vous avez pris l'argent de la société pour payer vos courses à Auchan, ou alors, ça arrive, hein. J'ai un cas là, tout à l'heure, je regardais les pièces qui m'ont été envoyées, je regardais les relevés de compte, j'ai des courses à Auchan. J'ai des spas. Oui, des spas, des spas. Cadeau client. Cadeau client. Peu probable. C'est pour le bien-être du C'est dans la dirigeant. culture d'entreprise. Voilà. Alors après, voilà, l'avocat doit être imaginatif pour les C'est pour la culture d'entreprise. mais c'est un problème. Séminaire. Et donc les sujets sont ceux-là. Vous pouvez être sanctionné avec responsabilité pour insuffisance d'actifs. Ça veut dire que les dettes de l'entreprise devront être payées par votre patrimoine personnel. Il faut que le liquidateur fasse une action contre vous. Troisième sanction pénale, la banqueroute. Bon là c'est un peu plus rare, un peu plus violent. Il y a des peines d'amende, potentiellement de la prison. C'est là où on en vient. Mais là il faut des fautes très graves. Vers un tapis. Dernier sujet, la procédure est publique. Donc vous avez un indicateur dirigeant à la Banque de France, vous en avez deux actuellement. Vous avez le 0,00 et le 0,60. 0,00 tout va bien, 0,60 il y a un problème. Et là ça joue ensuite sur votre capacité effectivement à aller lever du crédit auprès des banques. 0,60, aujourd'hui on l'a plus avec une seule liquidation judiciaire, il faut qu'il y en ait eu 3 dans les 5 dernières années. Donc normalement, sauf effectivement des bons clients pour moi, il n'y en a pas beaucoup. Une liquidation judiciaire, c'est public. Donc demain, vous êtes dirigeant, pour monter une boîte, vous allez voir une banque, il saura qu'il y a une liquidation, ce sera plus compliqué. Mais officiellement, votre indicateur dirigeant n'est pas censé avoir bougé. Oui, mais il le voit quand même. Mais en fait. il le voit. C'est un peu. C'est très discriminant quoi qu'il arrive, hein, pour l'avoir fait là. Donc, Oui, il faut mais- savoir présenter les choses différemment. Et justement, Baptiste, toi aussi, tu as eu une expérience Je peux également. revenir sur- deux Bien slides sûr. avant, s'il te plaît. Alors, laquelle exactement, ouais, juste la slide d'avant. Celle-ci. Ouais, alors pour revenir juste sur ça, attends, je sais plus ce que c'était le sujet. Sur les missions du liquidateur. Sur la clôture. Oui, attends, j'ai mangé du coup le truc, c'était sur la durée. Alors la durée, on dit qu'il n'y a pas de durée dans la loi, elle peut être de Ouais. 6 mois pour les petites entreprises. Encore une fois, là, c'est le timing qui prévaut. Moi, en fait, à un moment, je suis allé voir un autre comptable. Parce que, bon, du coup, j'étais un peu sans solution, sans lecture des chiffres. Et en fait, ce moment-là, en fait, à un moment, faut décider. Ah oui, ce que je veux dire, en fait, c'est pas le jour où on est dessaisi de tout, là. On n'est plus chez soi, on liquide. En fait, ça s'arrête pas là. On pense que ça s'arrête là. Mais en fait, ça s'arrête pas là. Si ça s'arrête là, je vous raconte une histoire, je ne t'ai pas raconté, mais j'y repensé tout à l'heure. Moi, mon père, il a coulé sa boîte dans les années 90. Et en fait, il a tout lâché d'un coup. Et 10 ans plus tard, il me disait, j'ai mis 15 ans à m'en remettre. Enfin, il s'en était toujours parmi, il a mis 15 ans à s'en remettre. Parce qu'en fait, il m'a dit, c'est un suicide social quoi, de laisser faire. Mon père, il était manuel, il n'était pas dans les papiers. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, moi, en fait, j'ai pris 4 semaines après être passé au tribunal. J'avais besoin de me reposer. Et en fait, après, j'ai repris les dossiers un par un. Et il ne faut pas lâcher. Il faut toujours s'en occuper. On est encore propriétaire du sujet. C'est notre boîte, c'est notre projet, c'est un projet. C'est pas parce qu'il est coulé, c'est dit, c'est stop, c'est fini, que ça s'arrête. Au contraire, commence autre chose qui est pas agréable, mais en fait c'est ça où il faut aller commencer à ouvrir les contrats, tout lire, faire un état des lieux de la situation.
Et en fait, donc l'impact à ce moment-là, il est souvent important. Moi, à un moment, je me rappelle avoir fait le calcul de la dette que je devais rembourser sur 25 ans. Je devais, je sais pas, il fallait que je gagne une somme astronomique par mois. Il faut faire un état des lieux rapide. Et après, il faut prendre les sujets un par un, il faut les trier. Il faut les traiter un par un. Et moi, comme ça, j'ai pu trouver des garanties que j'avais payées, des cautions que j'avais payées, qui couvraient les dettes, etc., une par une. Et je m'en suis sorti comme ça, en fait. J'ai pris les sujets un par un pendant, jusqu'à, je crois que j'ai fini de rembourser mon URSSAF parce que j'étais en TNS perso en janvier dernier, là. Donc, en fait, en fait, ça ne s'arrête pas, quoi. La vie de ce projet, il s'arrête quand vraiment tout est soldé et c'est vous qui décidez que tout est soldé par des coups de fil. Voilà. Il faut surtout penser que c'est un jeu dangereux, on a des responsabilités, il faut les garder jusqu'au bout. Il faut être conscient de ça parce que si on fait rien, franchement, on creuse sa tombe. On n'a pas idée. Hein, Et tu as d'autant plus raison que post-ouverture de la liquidation, le devoir, et pareil, c'est une faute si on ne le fait pas, qui s'impose aux dirigeants, c'est le devoir de coopération avec le liquidateur judiciaire. Donc si vous ne coopérez pas avec lui, ça peut vous être reproché. Et c'est un humain. Et un humain que vous avez au téléphone en direct. Et là, en fait, tout change. Parce que du coup, d'une procédure qui est quand même complexe, on a quelqu'un qui fait son taf, et nous, on a un état des lieux à faire, tout s'est arrêté. Donc là, en fait, on peut commencer à compter les points, on peut commencer à dealer des trucs, on peut commencer, en fait. L'avocat aussi peut intervenir à ce moment-là, il me semble. Bien sûr, l'avocat reste un conseil tout le long de la procédure. Exactement. Même Donc, si son rôle est moins important sur le déroulé de la liquidation judiciaire, en revanche, il est très important sur la partie personnelle, où là, justement, on a ses dettes URSSAF et ses cautionnements qui sont un contentieux en dehors. Parce qu'on est délesté du reste, hein. Le personnel, tout ça, on s'en occupe plus. Voilà, donc à un moment, il faut se recentrer sur soi, il faut s'en occuper. Et il y a, vous n'avez pas idée, je pense, des leviers. Je voulais le préciser, on est en France. Je pense qu'on n'imagine pas la chance qu'on a d'être en France, parce que les leviers, il y en a des centaines. Alors, bien sûr, si on fait des conneries par répétition, que c'est pas légal, on va pas pouvoir s'en sortir. En revanche, si on est dans les clous, enfin moi j'ai eu un projet, c'est ma responsabilité de l'avoir planté parce que j'ai fait des mauvais choix. En un an, j'ai fait 10 mauvais choix, un par mois, bon rythme. Mais ça mène dans le mur parce que j'ai fait les mauvais choix. Cependant, dès que j'ai repris la main après la liquidation, j'ai dû revoir tous mes choix. Là, j'ai lu que mes mauvais choix antérieurs, du coup, ça avait mené à ça, etc. Ça m'a permis d'avoir des leviers, d'arriver au tribunal avec des arguments pour leur dire pourquoi ça s'était passé comme ça. Et je me rappelle d'ailleurs au tribunal, c'est moi qui ai parlé, c'est pas mon avocat. Parce que j'ai été questionné, je connaissais bien mon dossier. Et en fait, de bien connaître son dossier, c'est quand même top parce que voilà, je suis pas arrivé trop stressé sur les zones un peu tendues, quoi. Voilà. Donc voilà, parce qu'il y a des endroits, bon, on n'a pas trop envie d'y être. Il y a d'autres gens, là dans les couloirs du tribunal et tout, c'est spécial. Et un mot quand même sur les audiences au tribunal. Elles sont pas simples, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les juges du tribunal de commerce sont des juges bénévoles. Ce ne sont pas des magistrats professionnels, ce sont des chefs d'entreprise qui, en plus de leur métier, viennent rendre la justice. Donc il y a une vraie humanité, il y a une vraie compréhension des problématiques des entrepreneurs. Quand on va devant eux sur ces procédures, ils connaissent le monde de l'entreprise. Peut-être que même eux, un jour, ont eu affaire à une entreprise qui était en difficulté, en qualité de dirigeant. Donc il y a quand même une bienveillance et une écoute qui est forcément, même si les magistrats professionnels font un travail extrêmement intéressant, on a choisi sur cette juridiction de mettre des magistrats bénévoles, non professionnels, pour justement avoir cette humanité, cette compréhension des problèmes économiques. Et il faut arriver préparé. Donc du coup, moi, ayant l'expérience d'avoir fait des rendez-vous non préparés, je n'ai pas renouvelé l'expérience. J'ai préparé ces rendez-vous-là et ça s'est toujours extrêmement bien passé. Voilà. J'ai fait 3 quarts d'heure d'audience la dernière fois, normalement c'est expédié en un quart d'heure. Oui. Mais ils avaient des questions et j'ai répondu à toutes les questions. Peut-être parce que tu sortais d'un mandat ad hoc. C'est possible. Ce qui justifie souvent justement un temps d'audience plus long. Du coup, j'ai fait tous les... Sachant que quand tu es en mandat ad hoc, logiquement tu avais le procureur de la République qui était là également si ça s'est suivi. Ouais. Il y avait 7 personnes quand même. Il y a du monde. On parlait de juge, justement, on est sollicité presque tous les ans pour devenir juge bénévole. D'accord. Quelque chose d'intéressant à faire, sur comment, Alors, il n'y a que les juges qui pourraient répondre à cette question, parce que moi je ne sais pas véritablement dans les faits comment ça se passe pour eux. J'en ai qu'une connaissance très théorique, il y a que celui qui est concerné qui peut répondre, mais je pense que c'est passionnant. Après, la question, me semble-t-il, de l'extérieur, c'est est-ce qu'on a le temps de le faire? Parce que c'est une vraie mission, c'est forcément chronophage,
Et donc, voilà, est-ce que son entreprise est structurée d'une telle manière qu'on puisse justement avoir le temps de se consacrer à ces questions, parce qu'il faut bien siéger en audience, il faut rédiger les jugements, enfin, il y a beaucoup de sujets quand même importants dans la semaine à gérer, donc après c'est très personnel. Je crois que si on est intéressé, il faut bien se renseigner sur le temps que ça peut prendre et le contenu d'émission. Parce que le but, c'est pas de mettre en difficulté sa boîte parce qu'on est juge, et inversement, c'est pas effectivement de faire ça sans s'impliquer suffisamment vu les enjeux. Mais je pense que c'est passionnant. Juste pour faire un pont avec le dernier Work and Chill, moi c'est une période de ma vie où au niveau de ma santé, enfin, je me suis pas du tout occupé de moi, du coup, parce que c'est intéressant, mais en fait notre vie est un peu pendue à ça, parce qu'avec les dettes et tout, du coup on a quand même des projections qui sont pas super au départ, en tout cas, c'est pas top. Du coup, moi j'ai négligé ma santé pendant 2 ans et demi. Donc c'est pas à faire, hein, bien sûr. En tant que dirigeant, déjà, il y a plein de gens qui font pas ce qu'il faut, moi le premier d'ailleurs. Mais du coup, c'est quand même dans les périodes difficiles, faut pas hésiter à. Enfin, je sais pas, moi j'étais attaché à mon entreprise, c'était un projet personnel. J'avais émotionnellement, enfin j'étais très lié à mon projet. Cette liquidation m'a permis de prendre un détachement émotionnel très, je sais pas, concret, on va dire. Et du coup, ça m'a permis de prendre du recul, de reconsidérer l'entreprise comme un vecteur de faire ce que je veux tous les jours, comme je veux, etc. Mais qui est indépendant, qui tourne tout seul, qui encourage aussi à gérer. C'est pas très accepté aujourd'hui. On nous regarde tout de suite en disant bah voilà l'échec, etc. Donc moi j'ai décidé de l'assumer pleinement. Ça m'a pris quelques semaines quand même, mais à un moment je l'ai dit. Et du coup après en fait j'ai eu aucun souci. Il n'y a qu'une personne de mon entourage qui m'a mis un shoot et c'est tout. Donc franchement j'étais hyper soutenu et il ne faut pas négliger ça. Les proches en général ont des petites attentions qui font que on rebondit d'une manière ou d'une autre. Puis après il faut laisser un peu les choses se faire aussi. Ça se fait organiquement. On ne se rend pas compte mais on est dans une société, le monde tourne autour de nous. Les choses avancent un peu seules et des fois laisser un peu faire, ça nous permet de regarder. Et quand on regarde, des fois il y a des opportunités qui apparaissent, des points qui brillent, on y va, on discute, on rencontre des gens. Et moi, c'est quand on m'a coupé mes lignes téléphoniques sans me prévenir que j'ai envoyé un texto à tout le monde pour changer mon téléphone, que j'ai un gars qui s'est intéressé un peu au projet, etc., qu'on a revu comment on pouvait avancer autrement, différemment, etc. Et en fait, l'histoire s'écrit après. Donc, faut pas considérer ça comme un échec, faut considérer ça, ou alors comme un échec, mais que ça fait partie du chemin, et que, comme tu le disais, on en aura certainement tous un, voire plusieurs. Ce qu'il faut pas faire, c'est la même chose de fois. Et pour conclure, Baptiste et moi sommes évidemment à votre disposition pour approfondir, pour ceux qui seraient intéressés, pour ceux qui sont concernés, et pour ceux qui ne le sont pas, pour finir par une touche d'humour, n'oubliez pas que toute entreprise est bien portante et qu'une entreprise en difficulté qui s'ignore. Merci.